Ce podcast est sponsorisé par l'effet Barnum, ce biais cognitif qui fait qu'on se reconnaît dans une description générale et floue de traits de personnalité qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Intensément, épisode 7, saison 1, Over the 130. Bienvenue sur Intensément, le podcast qui explore l'univers atypique des hauts potentiels intellectuels, surdoués, zèbres ou baleines à bosse, rayez la mention inutile, avec un focus sur les réseaux sociaux et médias en ligne. Le podcast Intensément poursuit son petit chemin dans l'exploration du monde merveilleux des adultes à haut potentiel intellectuel, nous permettant de relativiser par-ci, réévaluer par-là, apprendre à reconnaître le factuel des légendes et parvenir à une réalisation essentielle. Si vous êtes HPI et souffrant, ce n'est probablement pas à cause de votre haut quotient intellectuel, qui serait plutôt une chance qu'une malédiction. Et si cela ne vous dit rien du tout et que vous avez raté les premiers épisodes, je vous engage à les écouter, c'est gratuit, profitez, c'est ma tournée. C'est ma tournée, c'est ma tournée, c'est ma tournée, c'est moi qui... Intensément a reçu des invités ayant tous un passé similaire, avec une découverte de leur haut potentiel intellectuel sur le tard. Et on a pu se rendre compte et apprendre avec elles, puisque les invités étaient principalement féminines, comment cela a pu transformer ou faire évoluer leur vie à partir de cette prise de conscience. Avec le blog Over the... Hi. Over. 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 Over the. The. Over the. 130. 130. Over. Bon, avec le blog Over the 130. Un des plus anciens blogs sur les surdoués, nous avons une trace écrite, une progression documentée, un journal de bord de cette révolution identitaire, commencée il y a bientôt 10 ans par sa créatrice, la fraîchement promue psychologue Pauline de Saboulin-Bolena. Le blog Over the 130 est un blog sérieux, détaillé, sourcé, mais aussi agréable à lire et bourré d'humour, devenu une référence pour beaucoup, cité dans le que sais-je sur les surdoués, bref, pour celles et ceux qui veulent de la bonne humeur et approfondir leurs connaissances sur le sujet, et par là même un éclairage sur l'évolution de l'image des HPI en ligne. Ne croyez pas pour autant que son autrice ait les chevilles démesurées, Pauline est si modeste qu'elle en oublierait presque de se présenter. C'est parti donc pour ce 7e épisode d'Intensément, bonne écoute. Over the 130. Over Over the 130. Over the 130. Over. Over the 130. Pauline, bienvenue sur Intensément. Bonjour. Peux-tu te présenter ? Puis-je me présenter? En voilà une bonne question. Eh bien, donc, je m'appelle Pauline, je suis psychologue depuis peu, et avant de devenir psychologue, j'ai découvert, il y a peut-être 6, 7, peut-être même 8 ans, je sais plus, que j'étais à haut potentiel intellectuel. Voilà. Et quoi dire de plus? Je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? C'est la présentation la plus rapide que j'ai eue depuis le début de ce podcast. Alors écoute, on va être efficace, tu vois. On va passer par une autre voie. Alors, Comment as-tu découvert ton haut potentiel ? Ah, c'est une jolie histoire. J'ai découvert mon haut potentiel intellectuel complètement par hasard. J'allais avoir 30 ans, juste avant mes 30 ans, l'été précédent, et je souhaitais consulter une psychologue pour des raisons tout à fait personnelles, parce que non pas parce que j'allais très mal, au contraire, j'allais très bien, et justement, je me disais, c'est le moment, j'ai toutes les ressources qu'il faut, donc c'est le moment de régler tous les vieux problèmes que je peux traîner, de me débarrasser de tous les vieux boulets que je peux encore avoir. Donc je vais consulter, et dès la 2e séance, la psychologue me demande si j'ai déjà entendu parler des enfants précoces. Alors évidemment, je la regarde avec beaucoup de surprise parce que à bientôt 30 ans, je me considérais plus vraiment comme une enfant et je n'en avais pas moi-même des enfants, donc je ne voyais pas quel était le rapport avec moi. Du coup, je lui réponds que j'ai vaguement entendu parler de la chose, mais que je vois pas bien quel est le rapport avec ce qui m'amène chez elle.
Et elle me répond que, à son avis, je ferais bien de me renseigner, que d'ordinaire, évidemment, elle n'est pas du tout aussi prompte à balancer la chose, mais elle me dit, ça m'apparaît assez évident chez vous, donc je vous encourage à vous renseigner et puis on en reparle et vous me direz ce que vous souhaitez faire pour la suite. Alors, c'était évidemment ce qu'il ne fallait pas me dire, donc j'ai commencé une compulsion de recherche d'informations. Donc sur les enfants précoces, j'ai trouvé beaucoup de choses, beaucoup de choses. Par contre, sur les adultes ou sur les adultes que pouvaient devenir les enfants précoces, j'ai trouvé assez peu. C'était en quelle année donc? J'ai un vrai doute sur la question, mais Il me semble que ton blog a commencé en 2013. ah bah alors ça devait être 2013, 2012 peut-être même avant. C'était dans ces eaux-là, quoi. On n'était pas en 2020 et on n'était pas en l'an 2000, donc. Pas du tout. Et donc voilà, je me renseigne et fidèle à moi-même, c'est bien gentil de me renseigner, mais je veux un verdict, pas une validation, mais l'avis objectif d'un professionnel. Et puis il existe toujours un outil pour ça, qui est le test de QI, en tout cas les échelles de Wechsler pour celles que j'ai passées. Et du coup, j'ai demandé à ma psy si on pouvait passer le test, et elle me dit mais bien sûr. Et voilà, je l'ai fait, et quelque chose comme donc les premiers rendez-vous c'était mai-juin, et j'ai dû avoir mes résultats juste à la rentrée avant mon anniversaire, donc septembre, comme ça. Joyeux anniversaire. Oui, tout à fait, c'était un bel anniversaire. Donc voilà, donc c'est comme ça que tu l'as appris. Et là, d'un seul coup, tu t'es mis à trembler, la terre ça a tourné dans l'autre sens, c'est ça? Honnêtement, j'ai été extrêmement surprise, parce que le contexte pour passer le test, c'est que elle m'en parle, donc on est en juin, quelque chose comme ça, mai-juin. Elle prend ses congés pour l'été, en août, puisque je la voyais au tout début une fois par mois, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai eu un mois, voire un mois et demi de panique et de questionnement entre la décision de passer le test, la prise de rendez-vous et effectivement le test, et puis ensuite la restitution, parce qu'il fallait une semaine de plus pour analyser les résultats. Donc quand elle m'a annoncé les résultats, moi j'étais prête en fait à faire face à la cruelle réalité qui serait que on allait m'annoncer que j'étais bien gentille mais pas bien futée, et que dans la vie il faudrait que voilà, je fasse avec ça, quoi. Et en fait pas du tout. On m'a annoncé plutôt le contraire, si j'ose dire, et je suis complètement tombée de ma chaise. J'étais vraiment très étonnée et en même temps très soulagée. La première chose à laquelle j'ai pensé, ça a été j'ai pensé à mes parents. Et j'ai dit ah voilà, je vais pouvoir leur expliquer. Et oui, parce que quand on apprend sur le tard qu'on est HPI, ce qui a été mon cas aussi, on a l'impression que ça peut tout expliquer d'un seul coup. C'est effectivement cette première impression, en tout cas, ça donne une clé de relecture. On a l'impression qu'on a l'explication à tout. Et ça, je pense que c'est l'euphorie, l'euphorie du moment. Ouais. Enfin, c'est les montagnes russes, c'est de l'euphorie et puis pour moi, hein, c'était de l'euphorie et puis une grosse déprime sur le fait de qu'est-ce qui aurait pu se passer, pas se passer, tout ça. C'est effectivement une expérience qui est souvent relatée par les adultes qui découvrent qu'ils sont à haut potentiel intellectuel. Pour ma part, j'ai pas du tout eu cet aspect-là, en fait, cette descente-là. C'est d'ailleurs ce qui a surpris aussi ma psy à ce moment-là. Elle dit mais vous le vivez très bien. C'est pas une mauvaise nouvelle en soi, donc bon, oui, effectivement, je le vis bien, ça va. Mais effectivement, il y a beaucoup de monde pour qui c'est une bonne nouvelle, mais pas tant que ça. Il y a ça charrie beaucoup de choses, beaucoup de questions, beaucoup de regrets aussi parfois. Oui. Et pour ma part, non, pas du tout. J'étais juste très en colère. C'est beaucoup de le dire comme ça. J'étais un petit peu agacée, puisque quand je l'ai annoncé à quelques personnes dans mon entourage très proche, les rares personnes à qui j'ai pu dire ça en premier n'ont pas du tout été étonnées, voire même m'ont dit bah oui, mais on te l'avait déjà dit que t'étais intelligente. Oui, merci, c'est gentil, mais c'est pas exactement ça, en fait. Donc ça semblait être une évidence pour tout le monde, sauf pour moi. C'est ça qui m'a le plus agacée. C'est dit, mais tout le monde savait et personne me l'a dit, en fait. Ben ouais, tu mets le doigt sur quelque chose aussi sur laquelle j'ai pensé, mais en fait, rétrospectivement, j'ai compris que dans ma tête, je ne l'avais pas interprété comme ça, en fait. Ça a jamais fait tilt, en fait. Pour ma part, honnêtement, le souvenir que j'en ai, c'est pas qu'on m'a jamais dit que j'étais intelligente. Je vais pas dire qu'on m'a pas ni soutenue ni valorisée à aucun moment de mon existence. Ce serait vraiment exagéré. Mais en tout cas, je n'ai pas cette représentation de moi-même. Je n'ai jamais eu cette représentation de moi-même comme quelqu'un de particulièrement brillant ou plus brillant que les autres. Loin de là. Pour moi, je me vois toujours dans la moyenne, en fait, hein, avec des facilités, certes, mais aussi de vraies difficultés. Faut être honnête. Et de fait, je me disais, bah oui, je suis comme tout le monde, ni plus ni moins.
Peut-être même il y a plus de chances que ce soit moins que plus. C'est parce qu'on avait peut-être, en étant petit, une autre idée de ce que pouvait être quelqu'un de très intelligent, peut-être. Tout à fait. Je pense que les représentations jouent beaucoup. Je pense vraiment, et du coup, bah oui, moi je me voyais pas du tout comme particulièrement intelligente, mais visiblement pour tout le monde c'était très clair. Donc je suis très contente pour eux, mais j'aurais aimé qu'on me le dise avant. Voilà, donc nous sommes donc aux alentours de 2012, on va dire, donc très proche de la fin du monde, qui était le 23 Tout décembre à fait. 2012. Et, donc, et à cette époque, lorsqu'on est adulte à haut potentiel intellectuel, quand tu t'es penché dessus, tu trouvais quoi comme ouvrage, comme vidéo, comme conférence, comme blog? De mémoire, j'ai trouvé très peu de choses. Il faut dire aussi que moi je cherchais deux types précisément de ressources. Le type témoignage, donc je cherchais des adultes qui avaient découvert qu'ils étaient surdoués à l'âge adulte et non pas identifiés enfants. Et d'autre part, je cherchais des ressources scientifiques de professionnels sur le sujet, donc psychologues, neuropsychologues, neurologues, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer qui puisse s'intéresser au fonctionnement du cerveau et ou de l'esprit humain. Et j'avoue que je trouvais très peu de choses. Alors, il faut dire aussi que à l'époque, je n'étais plus étudiante depuis un certain temps, donc je n'avais pas accès aux bases de données en ligne des universités de recherche, etc. J'avais accès que à ce dont tout le monde peut avoir accès, notamment Google Scholar, par exemple. Mais ça donne pas forcément accès aux articles, ça donne les références. Et voilà, donc je cherchais bêtement ou naïvement sur Internet avec mon moteur de recherche, mes 3 mots-clés, et puis je voyais et je trouvais très peu de choses en fait. Des témoignages, il y en avait, mais finalement beaucoup d'adultes, soit qui avaient été identifiés enfants, soit qui parlaient de leur enfant. Et donc j'étais très contente pour eux, mais ça ne me concernait pas, donc je laissais ça de côté. Et pour les publications de professionnels, j'en trouvais assez peu. D'articles scientifiques, ça c'est sûr, de mémoire je n'en ai trouvé aucun, mais certainement j'ai très mal cherché. Par contre, j'ai trouvé des publications grand public et notamment, principalement, je suis tombée, le premier qui est sorti à l'époque, c'était Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Faquin. Voilà, ça c'est sûr, celui-là est sorti. Après, j'ai eu vent des autres. Ce qui est ressorti beaucoup, c'était Petit Colin aussi, mais est-ce que c'est ressorti plus tard? Je ne connais pas les dates de sortie de tous ces bouquins. Moi non plus. À vrai dire, je ne suis pas certaine, mais voilà, Petit Colin. Il y a aussi Monique de Kermadec comme auteur qui est sorti, que j'ai vu passer. Mais le premier qui arrivait, qui était cité en permanence, c'était Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Faquin. Et à l'époque, donc, tu n'avais pas tout le recul qu'il y a maintenant et... Pas du tout. Et donc, tu t'es plus ou moins engouffré là-dedans aussi. Donc. Ah, ni plus ni moins, j'y suis allée la tête la première. J'ai trouvé, il y avait marqué psychologue qui écrit sur les surdoués et allons-y. Je me suis jetée dedans. Est-ce que c'est au même moment donc, que tu as décidé de faire ton blog? Comment ça s'est passé? J'ai décidé de faire mon blog justement après avoir fait cette compulsion de recherche. Alors avec tous les biais cognitifs de la naïveté et de l'enthousiasme, je tiens à le préciser. Mais donc après avoir fait toutes ces recherches, toutes entre guillemets, et avoir en tout cas été déçue des résultats concernant les adultes surdoués, je me suis dit puisque je trouve pas ce que je cherche, je vais créer ce que je cherche et je vais témoigner de mon parcours en tant qu'adulte surdoué qui découvre ça à l'âge adulte. Et j'ai donc commencé le blog quelques mois ou un an après l'identification. Dans ma tête, c'est comme ça, mais ça se trouve, si je regarde précisément les dates, j'ai commencé 3 mois après. J'avoue que j'ai un rapport au temps qui est particulier, donc je peux m'embrouiller. Il se peut aussi que je confonde, oui, dans le sens premier du terme, les deux événements qui sont la création du blog et la reprise de mes études en psychologie. Oui, voilà, parce qu'en même temps, donc, ça a été aussi pour toi le déclic d'une reprise des études, c'est ça? Tout à fait. Il y a eu cette identification qui a d'abord été un vrai bouleversement identitaire. Bouleversement, pas dans le sens où j'ai tout remis en question, je ne savais plus qui j'étais, etc. Pas du tout. Mais ça a réellement permis une relecture non seulement de mon histoire, mais surtout de qui j'étais et de comment je fonctionnais. Enfin, ça m'a permis de poser un nouveau regard, de reconstruire le regard que je posais sur moi et donc par extension sur moi, mais aussi sur ce dont j'étais capable ou en tout cas ce que je pouvais
tenté de faire. Et avec ce travail qui s'est donc entamé suite à l'identification, s'est construit et a été mis à jour ce souhait de renouer avec les toutes premières aspirations professionnelles que j'avais eues quand j'avais 11 ans, c'est-à-dire devenir psychologue. Et avec une petite chose en plus, à savoir, maintenant non seulement j'ai envie de devenir psychologue, mais j'ai un public particulier en tête à aider, à savoir les personnes qui traversent la même chose que moi, c'est-à-dire ce renouvellement, je dirais, identitaire à la suite de l'identification du haut potentiel intellectuel. Alors, juste quelque chose, j'ai un gros problème avec ton blog. Oui. Que j'espère que ça va pas créer Voilà, c'est comment prononce-t-on le titre de ton blog? Alors, on le prononce à la franglaise, hein, à la bonne franglaise. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le prononce. Donc, je le dis avec beaucoup de plaisir et d'humour, c'est Over the 130. Voilà. D'accord. On peut même dire Over the 130, même, on peut dire, donc, si on est Marseillais. Okay. Exactement. Parce qu'au départ, j'avais vraiment du mal. Des fois, j'essayais de le prononcer entièrement en anglais. Des fois, j'essayais. Alors, donc, faut mettre l'accent qui va avec et tout. C'est un peu compliqué. Donc, tu commences ce blog donc de manière assez naïve, c'est-à-dire que c'est un témoignage au départ, c'est ça? Complètement, c'est un témoignage. Effectivement, c'est juste pour dire deux choses. La première, il existe des adultes surdoués et des adultes surdoués qui le découvrent à l'âge adulte. Et aussi, la seconde intention du témoignage, c'est il existe des adultes surdoués qui ne sont pas en dépression profonde parce qu'ils sont surdoués. On peut ne pas mal vivre le fait d'être surdoué à l'âge adulte, puisque dans tout ce que j'avais lu, notamment dans l'ouvrage de Madame Tiofaquin, Trop intelligent pour être heureux, le premier, et d'autres témoignages, je lisais beaucoup de désarroi, voire de souffrance, qui étaient imputés au fait d'être au potentiel intellectuel par beaucoup d'adultes. Et c'est vrai que ça dressait un portrait des adultes surdoués qui était plutôt triste, si ce n'est angoissant, parce que ça semblait condamner la personne à être malheureuse, à avoir des difficultés dans quasiment tous les domaines de sa vie. Et ce n'était pas l'expérience que j'en faisais. Donc je voulais simplement dire que, écoutez, il existe au moins un cas où ça se passe bien. Alors c'est génial parce qu'en fait, on peut maintenant, donc puisque le blog existe toujours, c'est un des blogs les plus anciens maintenant sur les surdoués, sur les HPI, on peut voir l'évolution à travers les années de ta connaissance sur le sujet. Tu fais aussi des rectifications sur les articles, en particulier sur le premier. C'est vraiment très intéressant à suivre en fait. Aussi, on voit à travers ce blog l'évolution justement de tes études, de ta vie professionnelle. Et ce que j'aime quand je vais sur ton blog, pour moi, c'est la qualité littéraire et c'est l'humour qui est omniprésent. Et ça donne vraiment envie de passer d'un article à l'autre juste pour cette qualité littéraire et pour cet humour. Donc, je tenais à le préciser. Merci beaucoup. Voilà, pour l'instant, on en est toujours à la genèse. Tu voyais ça comment? Est-ce que tu as eu directement des retours? Comment ça se passait? Est-ce que tu as commencé, puis tu étais comme ça, toi toute seule, tu écrivais, tu envoyais, tu écrivais, tu envoyais? Très honnêtement, oui, en tout cas, c'est comme ça que je le percevais. C'est-à-dire, je jette une bouteille à la mer, en fait. C'était vraiment l'idée de dire, moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je vais faire en sorte que ça existe, que ce blog, ce contenu existe. Et puis, ma foi, si quelqu'un tombe dessus et que ça l'aide ou qu'il trouve ça sympathique, merveilleux. Tant mieux. Et si personne ne le lit jamais, c'est pas grave. Il me semble quand même avoir lu quelque part ou vu quelque part qu'un de tes rêves ou une de tes aspirations, c'était quand même d'écrire un bouquin. Donc je pense qu'il y a aussi de ça, non? Oui, ma première aspiration littéraire, c'est effectivement d'écrire, mais c'est d'écrire de la fiction. Donc d'accord, okay. Ça n'a rien à voir avec le blog. Et oui, je suis très traditionnelle de ce côté-là. Moi, si je dois écrire une fiction, ce sera, je l'écrirai limite sur une machine à écrire, j'enverrai le manuscrit aux éditeurs et puis voilà. Je voulais préciser ça aussi parce qu'en fait, tu as décidé de faire un blog, même si à l'époque, il y avait déjà des chaînes YouTube, les podcasts étaient moins à la mode, ça existait déjà, mais c'était moins à la mode. Mais c'est vrai qu'à l'époque, peut-être, on avait plus l'intention de faire un blog au départ quand on voulait dire quelque chose ou communiquer. Alors, très honnêtement, je n'ai pas du tout eu cette considération-là. Je n'ai pas réfléchi 2 secondes, c'est juste que j'aime écrire et que pour moi, c'est le média quasi idéal de la communication. Et donc, je n'ai pas réfléchi du tout. J'ai dit, tiens, je vais écrire, c'est tout. J'ai une idée en tête, je vais l'écrire. Ça s'est arrêté là. Et juste par curiosité, ça met du temps pour écrire un article? Je suppose que dans les articles qui sont plus ou moins techniques et qui amènent des aspects scientifiques, il y a beaucoup de boulot, ça, je n'en doute pas. Mais les articles de témoignage avec beaucoup d'humour, avec beaucoup tout ça, comment ça se travaille?
Alors, je vais faire rebondir certains de mes amis, connaissances qui lisent le blog et qui sont désespérés par ma façon d'écrire. Mais non, en fait, ça demande pas de travail. Je vais pas dire que je fais ça par-dessus la jambe, surtout quand effectivement je reprends où j'essaye de reprendre des contenus scientifiques où on peut pas dire n'importe quoi. Voilà, l'étude, elle dit ça, elle dit pas autre chose. Bon, il y a des fois, je peux lire ou comprendre une étude de travers et c'est pour ça que j'encourage toujours les lecteurs à vérifier les sources que je propose et à me dire s'ils pensent que je suis tombée à côté de la plaque parce que il se peut que je me trompe un jour. Mais non, en fait, j'ai une idée ou une réflexion qui me vient ou alors je tombe sur un article scientifique et le contenu m'intéresse, m'interpelle et à partir de là, en fait, j'ouvre mon éditeur de texte et j'écris. Et voilà, et après je mets en ligne, et c'est pour ça qu'il y a plein de fautes d'orthographe et de syntaxe, mais ça ne me prend, ça me prend pas beaucoup de temps à l'écrire en fait. C'est très spontané, voilà, c'est quand ça vient en fait. Quelle a été la réception du blog, à la fois au début, mais au fur et à mesure, lorsque tu as progressivement pris des positions qui allaient à l'encontre de tout ce qu'on voyait comme publication médiatique, qui parlait de souffrance sur les HPI, tout ça? Au début, le blog a été bien reçu par les quelques personnes qui l'ont trouvé. Il faut être honnête. En tout cas, pas mal reçu, du moins pour les retours qui m'ont été faits, puisque j'imagine que les gens qui ont trouvé ça parfaitement lamentable n'ont pas pris la peine de m'écrire pour me le dire. Mais au début, ça allait. Et puis effectivement, là où j'ai commencé à avoir un peu plus de retours, pas dire négatifs, mais pas forcément complètement satisfaits. Ça a été à partir du moment où j'ai commencé effectivement à sortir un peu de ce qui m'apparaissait comme un excès de pathos sur la façon de traiter le sujet. C'est-à-dire de se complaire à répéter que le fait d'être à haut potentiel intellectuel, c'était par essence et dans l'absolu quelque chose de dramatique, que ça rendait les gens malheureux, que c'était quelque chose d'extrêmement difficile, etc. Sans nier la réalité individuelle qui peut être, c'est-à-dire qu'il y a des personnes à haut potentiel intellectuel pour qui c'est difficile. Ça doit être reconnu, ça doit être écouté et accompagné, bien sûr. Mais à mon sens, et selon ce que disent les recherches sur le sujet, ce n'est pas le fait du haut potentiel intellectuel, ce n'est pas le fait d'être à haut potentiel intellectuel qui fait que vous êtes malheureux. C'est une combinaison d'autres facteurs. Peut-être que le haut potentiel intellectuel y joue sa part, mais en tout cas, par essence, en soi, c'est pas ça qui est la source du malheur des personnes surdouées. Et donc, quand j'ai commencé à, dans mes articles, préciser que c'était comme ça que je concevais les choses en m'appuyant sur les recherches, là, ça a commencé à être un petit peu plus mouvementé sur les commentaires et les réactions, puisque principalement les lecteurs et lectrices en fait entendaient que je niais les souffrances qu'ils pouvaient ressentir, alors que ça n'était absolument pas le cas. Je ne disais pas non, ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas malheureux. Je disais si vous êtes malheureux, ce pourquoi je suis désolée pour vous, ce n'est pas forcément et obligatoirement parce que vous êtes à haut potentiel intellectuel. Voilà. Et ça a été, ça a piqué. Voilà. Parfois, ça a piqué. Et là, ça a été le déferlement de haine et d'insultes, comme sur Facebook ou Non, c'est l'avantage aussi du blog, c'est que si vous voulez répondre dans un commentaire, alors bien sûr, vous pouvez faire ça en langage SMS, il y a de grandes chances que je ne comprenne pas ce que vous avez écrit, donc ça ne m'atteindra pas beaucoup. Mais non, j'ai eu très peu de réponses comme ça, pas de déferlement, d'opposition, de violence, etc. Parce qu'il faut prendre le temps de construire sa réponse, d'argumenter, etc. Et tout le monde ne souhaite pas le faire. C'est ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est-à-dire que la section commentaires est carrément quelquefois aussi intéressante que l'article en lui-même, parce qu'effectivement, les gens qui commentent, c'est assez argumenté, c'est assez long ce qu'ils disent, et toi, tu prends le temps de répondre aussi de manière avec des arguments étayés. Je trouve que des fois la section commentaires pour moi est presque plus intéressante que l'article quelquefois. Oui, tout à fait. Je pense à certains articles particulièrement sur la distinction entre haut potentiel intellectuel et haut quotient intellectuel. Il y a eu des échanges avec notamment une lectrice qui lit le blog depuis un certain temps et qui m'a toujours fait des retours extrêmement constructifs, en tout cas moi qui m'ont poussé à chaque fois à approfondir ma réflexion, à questionner des points qui pour moi me paraissaient absolument limpides et évidents, mais en fait ces questionnements venaient
non pas les remettre en question, mais me demander de préciser, me demander d'éclaircir les choses. Et ça a été extrêmement enrichissant. Et oui, plusieurs fois, on a eu des échanges comme ça. Cette polémique qu'on retrouve régulièrement, qu'on retrouve maintenant en 2021 sur les réseaux sociaux aussi, entre HPI et HQI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel et haut quotient intellectuel. Est-ce que tu pourrais la décrire vite fait ou pas vite fait, hein? Je peux essayer. Je peux essayer. Sur le sujet, j'encourage tout le monde à ne pas se fier uniquement à ce que je vais dire, mais bien à aller consulter des ouvrages d'autres psychologues et pas que psychologues, cognitivistes, statisticiens, etc. Sur le sujet. Je lance comme ça les 3 références que je relance tout le temps dans le blog, mais qui sont la base. Govrit, Val et Ramu, 3 messieurs. J'aurais aimé citer 3 dames. Dans une vague de personnalités féminines quand même. Exactement. Ceci dit, depuis cette année, nous avons pour les professionnels un excellent ouvrage qui a été dirigé notamment par Nathalie Colbert et Nicolas Govrit, mais donc Madame Colbert, qui est la Bible sur le sujet. Donc, si vous n'avez pas peur d'un peu de vocabulaire technique, statistique et de modélisation en psychologie, allez-y, il est merveilleux. Ça s'appelle Psychologie du haut potentiel. Exactement. C'est un ouvrage qui s'adresse quand même principalement aux professionnels. Oui. Et je suis tombé sur Internet, sur un site, un blog qui en a fait une sorte de synthèse plus abordable pour tout le monde. Et en même temps, il y a eu un webinaire sur Facebook et qui a été découpé en petits morceaux sur YouTube qu'on retrouve aussi dans cette synthèse. Enfin bref, on peut avoir accès à une synthèse de ce livre facilement sur Internet. Et donc, OQI, HPI, donc. Pardon. Oui. Alors, non, mais c'est vraiment le débat avec le seuil d'identification, c'est le débat qui fait rage. Est-ce qu'on distingue haut potentiel intellectuel et haut quotient intellectuel? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Alors, haut potentiel intellectuel et haut quotient intellectuel, s'il devait y avoir une différence, ce serait en somme que le haut quotient intellectuel ne s'intéresse qu'au quotient intellectuel, c'est-à-dire le QI, et donc ne serait qu'une norme statistique, un seuil statistique, à partir duquel on considère qu'il existe une catégorie, mais une catégorie de performance, pas une catégorie essentielle de personnes. Donc ce serait à partir de 130 de QI, on passe dans la catégorie qu'on appellerait surdoué haut quotient intellectuel. Oui, de performance au test, donc. De performance au test, exactement. Un test qui évalue, ceci dit, les compétences cognitives des personnes, le niveau de fonctionnement cognitif. Et il y aurait donc le haut potentiel intellectuel qui serait quelque chose de plus global que le QI, c'est-à-dire quelque chose qui engloberait le QI, mais qui ne s'y limiterait pas et qui comprendrait le fonctionnement humain à la fois dans sa dimension affective, sociale, personnelle, enfin bref, quelque chose de plus vaste que seulement, entre guillemets, le haut quotient intellectuel. Bon, en psychologie, aujourd'hui, l'ouvrage dont on vient de parler pourra amener des billes sur la question. La seule chose sur laquelle on peut se prononcer, qu'on peut manipuler dans le sens en tant que donnée, c'est le haut QI, en fait, puisque le haut potentiel intellectuel en psychologie est mal défini, si ce n'est pas défini. En tout cas, pas défini dans le sens il n'y a pas de définition qui fasse consensus et qui soit étayée par des recherches, des méta-analyses, etc. J'ai repéré quelque part dans un de tes articles, parce qu'à chaque fois c'est vrai que moi je sors toujours le mot consensus, et dans un de tes articles tu dis le plus petit dénominateur commun, c'est pas mal aussi. C'est ça, exactement. C'est histoire d'essayer de mettre tout le monde d'accord, et encore, le plus petit dénominateur commun, même lui il est questionné, donc ça devient compliqué. Justement, mais ce dénominateur commun qui est le seuil de 132 QI, il est questionné sur l'argument de oui, mais le haut potentiel intellectuel, c'est plus que ça. Oui, mais le problème, c'est que tu donnes comme argument quelque chose qui n'est pas bien défini. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, et ça permet pas d'avancer. Le QI a l'avantage d'être bien défini. Le seuil statistique de 130, il est pris pas par hasard, c'est parce que réellement, statistiquement, il définit des performances exceptionnelles, et qui s'écartent significativement de la moyenne. Et du coup, il a cet avantage-là d'être objectif, d'être bien défini. Et quand on parle de haut QI, on sait qu'on s'embarrasse pas ou plus de tout ce qui n'est pas défini ou mal défini.
Ce qui fait que toi, quand tu parles enfin, en tout cas maintenant, quand tu parles de HPI, tu parles de OQI. C'est ça. En fait, je le dis dans le blog régulièrement. En tout cas, j'ai l'impression de le dire régulièrement. Mais oui, pour moi, ce sont des synonymes stricts. Mais c'est vrai qu'à l'usage, et vu comment c'est compris, diffusé auprès du grand public, il serait peut-être même plus judicieux que je restreigne encore en disant HQI plutôt que HPI, parce que voilà, les seules choses vérifiables aujourd'hui, c'est le QI. Oui, mais alors là, tu t'imagines, on part dans tous les... ce qui est assez remarquable quand même dans la francophonie, c'est la multiplication de termes autour des surdoués. Pour chaque terme, quelquefois, il y a presque aussi 10 définitions différentes. Une autre polémique qui revient aussi sur les réseaux sociaux et qui est revenue très souvent sur ton blog, c'est la zébritude, c'est les zèbres. Ah oui, les zèbres. Oui, les zèbres en référence donc à l'ouvrage Trop intelligent pour être heureux de Madame Surfaquin qui, à l'origine, j'ai vérifié quand même, voulait utiliser le mot zèbre comme strict synonyme de surdoué, mais pour s'extraire des représentations négatives que pouvait véhiculer le terme surdoué et pour permettre aux personnes concernées en fait de s'approprier cette identification de façon plus apaisée, moins stigmatisante en fait. Quand on regarde l'évolution dans ton blog de ta position sur les zèbres, on s'aperçoit que quelquefois tu as été assez véhémente à l'encontre de ceux qui l'utilisent, on va dire à tort et à travers. Je sais pas comment on pourrait définir ça. En tout cas, qu'ils l'utilisent comme ils veulent. Et tu es un peu revenu après dessus, et j'ai même remarqué que Jeanne Faquin t'a répondu. Oui. C'était en 2017, elle a fait un petit commentaire assez court où elle disait qu'elle te remerciait d'apaiser le débat, en gros. Alors, je tiens à préciser, ceci dit, que j'ai jamais été énervée contre des individus particulièrement, mais effectivement contre un mésusage et les conséquences du mésusage d'un terme, en l'occurrence zèbre. J'ai jamais vraiment accroché pour moi-même vis-à-vis de cet emploi du mot zèbre pour parler des surdoués. Moi, je voyais pas bien. Enfin, je comprenais ce qu'on pouvait reprocher au mot surdoué, mais je me suis dit, j'ai pas besoin de trouver un nom d'animal pour gommer ça. Même si je comprends la démarche, y a aucun problème. Mais bon, moi, ça ne m'allait pas, donc je le laissais aux autres. Et effectivement, ce qui m'a agacée dans mes jeunes années de jeune identifié, c'était cette espèce de, le mot m'échappe, mais de non-sérieux quant au fait de se revendiquer surdoué sans avoir passé le test. Ça aussi, c'est un grand sujet de débat et qui a suscité beaucoup de réactions et de souffrances de la part des lecteurs, en tout cas de ceux qui ont commenté le blog, puisque ça a été aussi compris comme oui, mais on peut être surdoué sans avoir passé le test. Effectivement. On peut parfaitement être surdoué sans avoir passé le test, tout à fait. Et ce n'est pas de passer le test qui fait de vous quelqu'un de surdoué. On est tout à fait d'accord. Néanmoins, dans l'identification, le processus d'identification dit bien ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'on passe un test pour identifier une caractéristique. En dehors de cette identification, la caractéristique n'est que supposée. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'en être convaincu, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire le test, pas du tout, mais d'affirmer quelque chose qui n'est en fait qu'une hypothèse, moi ça m'agaçait. Ben oui, non, mais je comprends très bien. Alors après, maintenant que toi tu es psychologue et que tu te retrouves devant des personnes, tu te souviens peut-être de ce moment où ta psychologue t'a dit vous seriez un enfant précoce. Moi, si on m'avait dit quelque chose comme ça, par exemple, et d'ailleurs on m'a dit ça avant que je sache que j'étais HPI, on m'a parlé de haut potentiel, mais c'était d'abord par rapport à mon fils, ensuite par rapport à moi, et pour le coup, moi vu que j'étais pas du tout là-dedans, moi je croyais qu'on me parlait d'enfant indigo, moi j'ai dit non, mais y a pas... non, mais c'est quoi ce truc? Et j'avoue que si on m'avait dit tu es au potentiel et que j'avais compris ce que c'était, d'un seul coup, se serait posé la question du coût. Ça paraît pas extraordinaire, mais pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, mettre 300 € pour savoir si on est au potentiel, ça paraît, c'est énorme quand même. Tout à fait. Mais, encore une fois, c'est énorme. Mais si, entre guillemets, ça nous perturbe tant que ça, ou ça nous obsède tant que ça, autant le faire. Je veux dire, moi, je pense que c'est comme ça. Moi, il y a tout un tas de choses que j'ai payées, qui étaient peut-être moins importantes que de savoir si j'étais au potentiel intellectuel, et si jamais ça travaille pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'on se pose des questions, et qu'on se positionne par rapport à ça, autant passer l'évaluation pour le savoir, vraiment, en fait. Je pense, Mais je comprends aussi, en même temps, quelquefois, toute cette démarche qu'il y a à faire pour le savoir, c'est peut-être pas évident, en fait. Ah, mais tout à fait. C'est pour ça que c'est très important de
travailler avec le ou la psychologue que l'on consulte à ce sujet sur les pourquoi en fait de la démarche, sur les motivations. Ça, c'est un travail qui est vraiment très important, que j'encourage toujours mes patients qui viennent me consulter sur ce motif-là à faire, avec au moins une consultation. Mais oui, c'est un travail qui est très important, effectivement, parce qu'il y a plein de questions en fait. On vient pas quand on a entendu parler du haut potentiel intellectuel et qu'on dit je veux passer le test. En général, c'est je veux passer le test pour vérifier que je le suis. Ça s'arrête pas là en fait. C'est oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre présentation à vous-même? Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie par rapport à vous, par rapport à votre famille, par rapport à votre travail, enfin bref, sur plein de domaines différents. Ça, c'est quelque chose qui doit absolument être exploré parce que quand on fait ce travail d'exploration, on peut se rendre compte que finalement, les questionnements ou les fragilités ou les interrogations que le sujet du HPI ont amené chez le patient ou chez la patiente peuvent être travaillées sans passer le test forcément. Intéressant. C'est pour ça que le travail est avant le test est extrêmement important parce que justement ça peut lever ces doutes-là ou ces situations-là où finalement on se rend compte que ce qui nous motive c'est pas tellement de savoir quel est notre QI et si on passe un certain seuil ou pas, mais quelque chose de différent qui peut finalement être parfaitement exploré et résolu sans passer l'évaluation. Néanmoins, je te rejoins complètement. Si c'est quelque chose qui travaille le patient vraiment, qui l'empêche d'avancer ou dont il a besoin pour avancer, que la réponse soit oui, vous êtes surdoué ou non, vous n'êtes pas surdoué. Effectivement, de toute façon, ça s'accompagne, on passe le test. Et surtout, après le test, avec les résultats, il faut revenir voir le ou la psy pour intégrer tout le monde est libre de faire bien comme il veut, il n'y a aucune obligation. Mais je ne peux que conseiller, quand on est sur cette démarche, finalement, avec cette dimension identitaire, de ne pas s'arrêter à la séance de restitution des résultats et de poursuivre pour quelques séances l'exploration avec le ou la psychologue pour dire, voilà, maintenant que vous avez les résultats, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change? Parce que ça peut être très secouant, ça peut mériter d'être accompagné, quelle que soit la réponse. Pour revenir à ce que tu disais au début, est-ce que donc tu penses qu'une psychologue peut, quand elle rencontre quelqu'un qui n'est pas dans cette démarche, une psychologue peut d'elle-même voir, entre guillemets, ou déceler que la personne serait peut-être au potentiel intellectuel et lui en parler? Parce que c'est ce qui s'est passé donc dans ton cas. Alors, c'est l'expérience auprès de ce public-là qui permet d'avoir des doutes, de poser des hypothèses. Et après, oui, on peut, tout à fait éthiquement, amener le sujet, poser la question, sans dire, par contre, ce qui est délicat, c'est d'affirmer vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas en l'absence du test. Parce que, techniquement, aujourd'hui, il n'y a que le test de QI qui permet de se prononcer sur le niveau de fonctionnement cognitif, c'est-à-dire si on a un QI supérieur ou non à un certain seuil. Et du coup, ça, je ne connais aucun psychologue ou je n'évente aucun psychologue qui soit capable à lui tout seul de faire passer un test de QI dans sa tête à quelqu'un en le regardant et de dire voilà. Mais c'est ça le truc. Suppose qu'elle t'ait dit, je pense que vous êtes une enfant précoce, tout ça, et tu fais l'évaluation et non, pas du tout. Eh bien, ça, je ne peux pas répondre, je ne sais pas, ça ne s'est pas passé comme ça, donc je ne sais pas. Je peux juste me baser sur mon expérience où effectivement j'ai des patients qui viennent avec cette idée de passer le test, d'être confirmés dans leur hypothèse de haut potentiel intellectuel. Oui, ça c'est une autre démarche, effectivement. Oui, mais de passer le test et de finalement dire non, ça n'est pas le cas. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai eu d'autres psychologues qui m'ont dit ça sur le podcast, justement. C'est très compliqué, ça s'accompagne. Mais c'est là, justement, où j'insistais, on disait, faut revenir parce que c'est là où c'est le plus pertinent d'être accompagné parce que c'est difficile. Il y a plein de choses qui se jouent. Mais techniquement, pour répondre très clairement à la question, aucun psychologue ne peut regarder quelqu'un et affirmer avec un esprit scientifique tranquille et affirmer oui, vous êtes surdoué ou non, vous n'êtes pas surdoué. Le mieux qu'on puisse dire, c'est je pense que vous êtes surdoué pour telle et telle raison. Je vous encourage à passer le test pour vérifier, mais affirmer et donner une identification sans test, c'est pas possible. Parce qu'on voit ça sur les réseaux. Sur Facebook, on voit des gens qui disent « Mon psychologue ou mon ou ma psy m'a dit que j'étais HPI
Et il n'y a pas eu de test, en fait. Alors après, il resterait peut-être à téléphoner à le ou la psy pour savoir s'ils ont vraiment dit comme ça. C'est ça. mais Mais oui, mais alors techniquement, non, ce qui permet de dire qu'une personne est surdouée ou non, c'est le test de QI. S'il n'a pas passé ce test et si on n'a pas fait les analyses pour calculer les résultats, on ne peut pas se prononcer. On peut simplement émettre une hypothèse. Et ça, effectivement, les psychologues ceux qui ont l'habitude de travailler avec ce public, qui ont cette expérience clinique, peuvent, en l'absence de résultats d'autres tests, effectivement, avoir une intuition et dire cette personne, je pense effectivement qu'elle est à haut potentiel intellectuel. C'est quelque chose qui n'a pas été démontré, mais c'est quelque chose qui est partagé par les psychologues et par les gens qui travaillent avec les personnes à haut potentiel intellectuel, de dire que effectivement, avec l'expérience, on finit par quelque part les reconnaître, ou en tout cas se dire ah, il y a des chances pour que quand même. sur les réseaux, on voit beaucoup de gens qui vont consulter justement parce qu'ils font le lien direct entre leur souffrance ou leur hypersensibilité s'ils sont hypersensibles ou leur je sais plus quoi et les hauts potentiels intellectuels. En tout cas, dans les demandes spontanées d'identification ou de vérification du haut potentiel de la présence ou non du haut potentiel intellectuel, oui, ça vient très très souvent. Mes patients arrivent très souvent avec j'ai lu sur Internet, j'ai vu ça. L'hypersensibilité m'amène quantité de questionnements sur le haut potentiel intellectuel. Du coup, oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent en s'étant reconnus dans tout un tas de descriptions diverses et variées qui sont plus ou moins liées au haut potentiel intellectuel, en tout cas qui sont présentées comme telles dans les médias. Pas forcément la littérature, mais beaucoup effectivement, beaucoup Internet, les blogs, les réseaux sociaux divers et variés. J'ai beaucoup de références aussi. Il y a on me parle de coachs, beaucoup de coachs d'entreprise aussi qui traitent du haut potentiel intellectuel, enfin plein de sujets. Et donc ils arrivent par ce biais-là avec. Du coup, je voudrais savoir si je suis HPE et ou HPI. Alors, HPE, donc on rappelle donc haut potentiel émotionnel, qui est quelque chose qui n'a pour l'instant aucune existence reconnue. c'est ça. Exactement. Il n'y a pas de nomenclature, il n'y a pas de définition, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de test. Donc voilà, c'est en tout cas pas en psychologie et pas à ma connaissance à ce jour. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont sur les réseaux sociaux et qui disent mon psychologue m'a déclaré HPE. Alors ça, bon, voilà. On en a déjà parlé avec d'autres invités, effectivement. Et l'hypersensibilité, donc, qui est souvent confondue par ces personnes-là avec l'hyperémotivité. Oui, alors en fait, ça aussi c'est un mot un peu fourre-tout. Quand on parle d'hypersensibilité, quand je dis on, c'est les professionnels comme les non-professionnels. On peut parler soit d'émotivité, soit effectivement d'excitabilité nerveuse, sensorielle, etc. La plupart des gens l'entendent. Hypersensibilité, entendent ça sur le plan émotionnel en fait, de l'émotivité. Et effectivement, ils arrivent avec ça en se disant moi je suis trop sensible ou hypersensible et donc je pense que je suis à haut potentiel intellectuel. L'avantage d'avoir quelqu'un comme toi, c'est génial, c'est qu'on voit l'évolution quasi documentée sur une dizaine d'années de ce qu'on pourrait appeler un milieu. Oui. Lorsque tu as commencé, j'avais sans doute pas beaucoup de blogs, pas beaucoup de vidéastes, pas beaucoup de groupes Facebook. Et il y a eu ensuite une explosion. Comment tu as vécu ça? Comment décrire, entre guillemets, le milieu des HPI surdoués quand tu as commencé et maintenant? Alors, quand j'ai commencé, pour le peu que j'en savais, parce que, encore une fois, je prétends pas tout connaître et tout savoir. Donc, c'est vraiment, je ne parle que de ma fenêtre, et de ce que j'ai bien voulu y regarder, parce qu'il y a ça aussi. Mais au début, quand j'ai commencé, donc, on était plutôt dans la tendance, les personnes surdouées sont des personnes qualitativement différentes des autres, dans le sens ils ont un fonctionnement spirituel dans le sens d'esprit, de pur intellectuel, fonctionnement de l'esprit, et émotionnel différent des personnes non surdouées. Et cette différence est source de souffrance dans une société qui n'est pas faite pour eux, avec beaucoup d'emphase mise sur justement le clinique, sur la subjectivité presque en fait, à la fois des individus concernés et des professionnels. Grosso modo, l'ambiance c'était ça, en tout cas celle que j'ai pu percevoir. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu un petit basculement s'effectuer où on s'est un peu extrait du subjectif et du clinique pour revenir vers ce qui était de l'ordre de la recherche, de la méthodologie scientifique, de la démonstration et de l'objectivité, en tout cas autant que faire se peut
dans un domaine comme la psychologie, avec un petit peu plus d'accueil positif fait aux propos, comme par exemple, bah oui, mais pour l'identification, par exemple, c'est 132 QI, le test de QI, il existe, il y a un seuil, où vous passez ce seuil et c'est bon, ou vous passez pas ce seuil et c'est pas bon. Avant, quand on disait ça, c'était ouh, on entendait, on se prenait une vague de mais comment vous osez dire ça? Le test de QI, de toute façon, ça sert à rien. Ouf, c'était difficile. Aujourd'hui, ça passe un peu mieux. Ah bon? Je pensais pas qu'avant c'était autant que ça en fait. Alors, en tout cas, moi, j'y ai fait face. Le fait de dire on est surdoué à partir de 132 QI et après, en résumant la chose, c'était quelque chose de pris violemment, en tout cas. En tout cas, par certaines personnes, c'était oulala. Alors c'est toujours le cas, mais il y a de plus en plus de... Enfin, il y a de plus en plus, non. Mais en tout cas, je vois quand même que les groupes sont assez équivalents, on va dire. Effectivement, il y a toujours des gens maintenant qui s'offusquent lorsque l'on parle de cette manière, et un grand groupe aussi qui est d'accord avec cette histoire de 130 ou 125, ou bon, autour en tout cas. C'est ça. Mais il y a vraiment, en tout cas, c'est ce que j'ai observé, un petit glissement où il y a plus de place pour l'abord un peu plus moins passionné, un peu plus scientifique, rationnel du sujet du haut potentiel intellectuel ou haut quotient intellectuel. Cet abord qui en fait vient finalement remettre en question des affirmations ou des convictions sur le sujet qui ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Simplement, c'est la méthode scientifique qui vient dire d'accord, vous avez le droit de poser l'hypothèse que vous voulez, mais il faut la contextualiser et il faut lui donner la place qu'elle a, c'est-à-dire celle d'une hypothèse et pas d'une vérité absolue. Moi, ce que j'observe, c'est que on se fait moins taper dessus quand on a ce positionnement-là aujourd'hui sur le sujet du haut potentiel intellectuel qu'avant, ou alors on a un peu plus de soutien qu'avant, et du coup on a l'impression de moins se faire taper dessus. Mais il y a cette petite évolution. Avant, c'était un peu plus délicat. Est-ce qu'au début, quand tu as commencé à voir ça, tu fréquentais aussi les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter? Très peu. J'y étais pour information, si j'ose dire, mais j'y étais très peu pour deux raisons. Notamment, je pense à Facebook, hein, puisque vu mon âge canonique, c'était d'abord Facebook comme réseau social. Sur les groupes Facebook, déjà, j'ai très peu d'appétence pour le fonctionnement de la plupart des groupes dans lesquels j'ai pu postuler et être acceptée. Et ensuite, parce que je n'étais pas acceptée très longtemps dans beaucoup de ces groupes. Justement parce que j'avais des propos, en tout cas c'est comme ça que je me l'explique, qui venaient en fait dire mais attendez, vous dites ceci, vous dites cela, mais la recherche elle dit ci, elle dit ça. En gros, qui était très douloureux finalement pour beaucoup de gens qui se sentaient remis en question dans leur souffrance, je pense, alors que ce n'était pas du tout mon propos, hein, je ne niais pas leur situation, mais du coup c'était trop dérangeant ce que je racontais, je pense, et du coup on dit non mais voilà, tu dis plus rien. Et sur Twitter, c'est assez récent, ta twitterisation? Je suis sur Twitter en fait, je suis sur les réseaux sociaux pour le blog. Enfin, c'est même pas moi qui y suis, c'est le blog, on va dire. Et c'est récent, c'est pour le blog. Et c'est même pas dans un but de notoriété, parce que je ne cherche absolument pas à faire connaître le blog. J'ai trop conscience de toutes les bêtises que j'ai pu y dire, que je rectifie tant que je peux. Mais bon, pour rechercher une quelconque notoriété. Mais c'est plus dans un souci d'accessibilité. En fait, comme je sais que tout le monde n'est pas que sur Facebook, que sur Twitter, je fais à mon échelle ce que je peux faire pour rendre les choses accessibles, aussi pour que d'autres personnes comme la lectrice à qui je faisais référence tout à l'heure puissent venir enrichir les propos du blog et me dire là vous dites ça mais pourquoi ceci, pourquoi cela, ou alors carrément vous dites ça mais vous avez tort. Très bien. Mais alors justement, on parlait de l'évolution du milieu des HPI, et donc l'évolution de ton blog, est-ce que tu peux en parler? Qu'est-ce qu'il est devenu au fil des années, ou qu'est-ce qu'il devient? Oh là là, il a beaucoup bougé. Il a démarré comme un témoignage qui se voulait résolument positif, en fait, pour dire vous pouvez être surdoué et ne pas vouloir mettre fin à vos jours, parce que vous êtes surdoué, pour caricaturer la chose. Et puis après, je me dis, j'aimerais bien centrer le propos sur les adultes surdoués, parce que vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et moi aussi. la recherche aussi... Et j'étais tombée sur un résumé de colloque de recherche sur le haut potentiel intellectuel qui concluait comme ça, je crois que c'était vers 2004, la date du colloque, hein, pas quand je suis tombée dessus, mais qui concluait en disant que les adultes à haut potentiel étaient les grands oubliés de la recherche et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser.
je n'arrive pas à remettre la main dessus. Si quelqu'un qui écoute ce podcast a la référence du colloque, je prends, s'il vous plaît. Et donc après de ce focus sur les adultes à haut potentiel, j'ai ajouté aussi la dimension où, comme je reprenais mes études en psychologie, j'étais entre guillemets de l'autre côté de la barrière. Ça, c'est génial, hein, de suivre tes études. Non, non, mais vraiment, hein, de suivre progressivement comment tu as appris sur tous ces sujets et comment tu le retranscris, c'est vraiment génial. Ah bah merci, c'est gentil. Je suis ravie que ça plaise à quelqu'un. Mais oui, j'ai voulu parce que j'ai trouvé que c'était ça aussi qui manquait beaucoup, c'est l'information en fait. Parce que les gens soient d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, très honnêtement, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que l'information soit disponible pour que les gens puissent se construire leur opinion, leur réalité. Enfin voilà, qu'ils ne soient pas démunis et qu'ils ne soient pas à la merci de personnes qui se posent en toute sachante et qui leur dit voilà, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, mais s'il y a ça dans votre vie, c'est à cause de ça. Et voilà, et qu'elle soit sans ressources face à ça. Donc, je prétends pas être la sauveuse de l'humanité, hein, bien sûr. Mais je me disais, de là où je suis, j'ai peut-être des billes à apporter. Et donc, je vais essayer de le faire. Donc, j'ai voulu apporter ça dans le blog aussi. Et puis après, c'est juste devenu, j'allais dire n'importe quoi. Mais en tout cas, ce que je peux y mettre en fonction de mon temps, de mes réactions, de mes inspirations. Parce que je suppose que le temps vient à manquer quand on a une activité comme... C'est l'énergie, surtout, qui commence à l'énergie. manquer. Ah, mais ça, c'est l'âge. Oui, bah oui, hein, non, mais c'est un privilège de vieillir, hein, de toute façon. Si on vieillit pas, c'est qu'on est mort, donc réjouissons-nous de vieillir. Donc oui, maintenant, c'est surtout... J'essaye de maintenir ce cap d'information, voire de debunking à ma toute petite mesure et à ma toute petite échelle. En tout cas, de préciser les choses, notamment sur, par exemple, l'article sur l'hypersensibilité ou l'article sur un autre où j'ai précisé ce que ça voulait dire, je ne sais plus quel terme. La multipotentialité, voilà, c'était ça. Et où en fait, même si évidemment mon opinion sur la question transparaît, évidemment, mais j'essaye en fait de replacer les choses dans leur contexte en disant, vous faites bien, vous avez la vie que vous voulez, évidemment, la question n'est pas là, mais voilà ce que la psychologie en dit, en tout cas ce que je crois savoir que la psychologie en dit, et ce qu'elle n'en dit pas, surtout. Et du coup, d'où ça vient, de quoi on parle quand on parle de ça, voilà. Soyons sûrs de parler de la même chose avant de parler de cette chose, justement. Oui, c'est ça qui est important, c'est de savoir de quoi on parle et qu'on parle tous de la même chose, parce que c'est vrai qu'on peut s'emporter pendant, c'est ce qui se passe aussi en ce moment avec la pandémie, on peut s'emporter sur plein de trucs si on parle pas de la même chose. Exactement. On peut pas se mettre d'accord, si on veut se mettre d'accord en plus, quoi. On peut se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, mais... Oui, mais si on n'est pas d'accord l'un sur les toilettes sèches et l'autre sur les chaussettes... Exactement. Je sais pas pourquoi j'ai ces exemples. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se découvre HPI à l'âge adulte maintenant, et l'ayant vécu toi-même de l'intérieur, et ayant vécu justement cette surinterprétation des caractéristiques HPI? Alors, le conseil que je donnerais, c'est celui que je donne sur le blog et que j'ai redonné là, mais lisez énormément, mais faites attention aux sources, c'est-à-dire privilégiez des sources de professionnels de la question. Alors, psychologue, oui, mais n'hésitez pas à aller, si j'ose dire, encore plus loin, c'est-à-dire psychiatre, neuropsychiatre, psychologue cognitiviste, des chercheurs. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des experts de la question, mais des experts bêtement, entre guillemets, validés par un tampon, un tampon de recherche d'université ou de je ne sais quoi d'autre. Non pas parce que c'est garant d'absolue probité, qualité et d'infaillibilité, mais parce que ça vous permet un cadre de lecture, ça vous permet d'écrémer aussi beaucoup de choses qui ne seraient pas... qui seraient moins fiables. Voilà. Donc, lire beaucoup, se renseigner. Les 3 noms que j'ai notés, notamment, puis à partir d'eux, vous allez avoir plein de références diverses et variées. Donc, n'hésitez pas à plonger dedans. Et puis, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans pour trouver ce que ça représente pour vous d'être à haut potentiel intellectuel, quelle importance ça peut ou ça doit avoir dans votre vie. Ça peut être absolument rien du tout, comme ça peut être très important. Mais travaillez dessus, n'hésitez pas, prenez le temps et écoutez-vous, et écoutez les spécialistes compétents du sujet. Les autres, après. Après. Toi, est-ce que tu aurais un message à faire passer, une autre bouteille à la mer que ton blog, à faire passer dans ce podcast ?
Oui, un message de comment dire, j'allais dire de tolérance et d'acceptation, comme les Miss France un peu. Mais, mais quelle que soit l'opinion, les opinions qu'on peut avoir sur ce qu'est ou ce que n'est pas le haut potentiel intellectuel ou le haut quotient intellectuel, ne pas perdre de vue que dans chaque cas, il s'agit d'individus, donc d'individus uniques, d'histoires uniques, avec donc des personnes avec des sensibilités, des fragilités, des forces aussi, bien sûr. Mais donc éviter de s'écharper, de s'invalider violemment, sans considération les uns pour les autres. Il y a d'une part ce que la recherche dit, ce que l'on croit, ce dont on est convaincu, et il y a aussi les individus derrière, à côté, et essayer d'avoir un peu de délicatesse et de bienveillance vis-à-vis des individus, parce que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, en fait, à la fin, il s'agit d'êtres humains qui sont potentiellement en souffrance ou en fragilité, et ça, c'est à considérer. Voilà. Mais, et autre chose, ça c'est pour les réseaux sociaux, si je peux me permettre, être à haut potentiel intellectuel, ça n'est que ce que vous en faites. Ça peut être un fardeau, ça peut être une bénédiction, ça peut être rien du tout, c'est vous qui décidez. Eh bien ça, c'est encore une conclusion sur laquelle on pourrait méditer. Il faudra peut-être faire une compile des conclusions des invités, un de ces quatre. Merci à Pauline pour cet agréable moment et longue vie donc au blog Over the 100. Non, Over the 130. Rendez-vous le 18 novembre pour un entretien hyper focus avec Sébastien Henrard, neuropsychologue spécialisé dans le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui enchaîne sur YouTube et Facebook des vidéos et lives plus instructifs les uns que les autres et avec qui nous allons deviser du vrai ou du faux sur la relation torride entre HPI et TDAH. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à partager si vous pensez, je ne sais pas moi, que ce podcast peut aider à la culture générale. Likez, commentez, je vous remercie. Je suis Raph et intensément, c'est le podcast Divergent. Over the 130. Over Over the 130. Over the 130. Over Over the 130. Over the 130. Over Over the 130.